Ah, mais il y, Euh, il y a une autre anecdote. Miles, c'est un ovni. J'avais un peu les codes aussi du musicien de rock. Où il est convexe, et d'autres où il est vrai. concave, dont Madonna. Croquette quelque chose, je viens. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous un peu spécial. Avec Manu, on s'était dit qu'on allait inviter des gens qu'on apprécie. Voilà, pour leur carrière, pour leur humanité, pour plein de choses. Et alors, à titre personnel, pour moi, il y a une valeur symbolique un peu plus forte, puisque je suis très, très heureux, on est très heureux d'accueillir la personne qui est à côté de moi, avec qui je partage plein de choses, et en amitié, et évidemment en musique depuis quelques décennies, va-t-on dire. Bah oui. Voilà, donc... moi, je pense que c'est super. On est très, très heureux d'accueillir pour cette première émission un petit peu spéciale avec guest notre et mon grand ami, Monsieur Franck Wolf. Franck Wolf. Salut les copains, content d'être là, merci pour l'invitation. Manu, tu vas nous présenter le motif un petit peu, le sujet de cette... En fait, il y a deux sujets. Il y a Franck, voilà, notre invité. Et le deuxième sujet, c'était une thématique qui nous tenait à cœur depuis un moment. Puis, on croyait savoir qu'elle tenait aussi à cœur à Franck. C'est Miles Davis. Miles Davis, pourquoi ? Déjà, de par la personne que c'est dans l'univers du jazz en tant que musicien, mais aussi parce que en 2026, c'est le centenaire de sa naissance. D'ailleurs, la naissance de Coltrane aussi, je crois, mais c'est pas le propos, ça pourrait être un autre propos. Voilà. Et donc, là, on se projette un peu dans le temps, on recule de 100 ans, on s'imagine être le 26 mai 1926, et nous sommes le jour de la naissance de Miles Davis. Et donc, l'idée, c'était pas de vous faire le Wikipédia de Miles Davis, tout le monde pourra le faire, il y a tout ce qu'il faut. C'était que chacun de nous, et ensemble, et on en discute, vous partage c'est quoi nos ou notre Miles Davis, voilà. Donc, je lance la question à mes deux compères. C'est quoi ton Miles Davis, Franck ? Qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à tous déjà. Qu'est-ce que mon Miles Davis? Alors moi déjà ce que j'ai envie de retenir de Miles et qui m'a beaucoup influencé aussi dans mes choix, c'est le fait de vouloir toujours se renouveler, vouloir toujours rencontrer d'autres musiciens, d'aller vers les jeunes musiciens aussi, parce que jusqu'à la fin de sa carrière, il a fait appel aux jeunes talents pour monter ses projets. Et c'est cet éclectisme, cette curiosité qui est finalement pas si courante que ça dans l'histoire du jazz. Parce que si on regarde ses prédécesseurs, Louis Armstrong ou Sidney Bechet, ou même les musiciens qui ont été ses contemporains comme Lionel Hampton ou autres, ils sont toujours un petit peu restés dans leur truc, j'ai envie de dire, de départ, même si ça a un petit peu évolué. Mais Miles, c'est un ovni dans... Et je dirais même que c'est la première superstar du jazz. En plus. Ou du jazz ou de la musique, parce qu'il avait quelque chose d'iconique comme une superstar. Il avait un peu les codes aussi du musicien de rock, je trouve, à la Hendrix ou je ne sais Complètement. pas. Et tu parlais de Louis Armstrong. C'est intéressant aussi de voir que finalement, Miles a abordé sa dimension musicale aussi par un prisme politique et un peu revendicateur et les droits afro-américains. Et il rompt un petit peu aussi avec l'image qui pouvait être un peu gentillette de l'entertainer qui était Louis Armstrong. C'est intéressant. Je trouve qu'avec Miles, il y a un virage qui s'opère aussi de ce point de vue-là, d'un point de vue politique. Ouais, et je dirais aussi que c'est peut-être un des musiciens de jazz, tout instrument confondu, qui a un tel particularisme de son. Il y a des sons de trompette, mais il y en a quand même un son de trompette qui est irrévocable, c'est celui de Miles, même si Clark Terry a un son phénoménal. Enfin, tous ces grands musiciens, Qui était son tous, mentor. Hein. tout à fait.
tous ces grands trompettistes ont chacun un son, mais dans le sérail, on peut les reconnaître. Peut-être qu'un plus grand public ne va pas forcément. Sauf que Miles Davis, il n'y a même pas besoin d'écouter du jazz pour qu'à la résonance d'une demi-note, même quelqu'un qui n'écoute pas de jazz ait mémorisé le nom de la personne qui émet ce son-là. Et c'est relativement énorme parce que le son, c'est l'âme, hein, en fait. Voilà, c'était une des choses, moi, qui m'a énormément intéressé chez ce personnage, c'est cette immédiate transmission que par le son. Et son son, il était immédiatement moderne aussi, parce que c'était un des premiers à jouer sans vibrato. Oui. Le vibrato, au cours du XXe siècle, il a eu une importance. Tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait de Béchette et de Armstrong. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oui, c'était le début du siècle. C'était vraiment une mode. Et lorsqu'il était jeune, parce que, alors, Miles, il a commencé la musique tard par rapport à d'autres. Il a commencé la trompette à l'âge de 13 ans, d'après ce que j'ai pu lire. Et très il était très doué, très motivé, il apprenait très très vite, mais ses professeurs lui ont vite appris à jouer sans vibrato. Et c'est ce qui fait une de ses caractéristiques par rapport à la plupart de ses prédécesseurs aussi. Et ce qui rend ce son très moderne et très unique. Et ça, c'est avant qu'il joue avec la sourdine Hammond. Ouais. Je pense aussi qu'il arrive à un moment où le bebop est en plein essor. Et alors, je ne sais plus, alors vous êtes plus connaisseur que moi, à un moment donné, il remplace Dizzy Gillespie. Et puis finalement, il cherche à jouer comme Dizzy, mais il se rend compte que non, ce n'est pas son vocabulaire, ce n'est pas réellement son ADN. Et très vite, finalement, il va être adoubé et reconnu pour cette différence aussi d'imprimer assez vite sa patte à lui, son son. Mais oui, je rebondis sur ce que tu dis, Greg. C'est vrai qu'il est quand même arrivé dans le paysage jazz, notamment dans le quintet de Charlie Parker à l'époque, où les trompettistes qui étaient sur la place, c'était quand même du gros poisson, quoi, en termes de virtuosité. Ouais. Entre Clifford Brown, Fats Navarro et Dizzy Gillespie, je crois qu'on a les trois. Waouh, si on n'envoie pas du sextolet à 400, ça devenait compliqué d'exister, j'entends. Et lui, c'est aussi un trait de génie qui est lié au son, c'est de se dire, moi j'en bave. Je joue moins vite, enfin, j'ai peut-être pas envie, j'y arrive pas, c'est pas comme ça que j'ai envie de parler. Et arriver à ne pas s'écrouler face à la concurrence et en faire tout le contraire, c'est-à-dire une force, un discours, c'est juste aussi un trait de génie, quoi, en fait. L'histoire dit, parce que j'ai un peu révisé hier avant de venir, j'ai regardé quelques vidéos et puis lu quelques documents. Donc Miles, il est né à East Saint-Louis, qui est dans l'Illinois. C'est le Midwest américain, donc c'est à l'est de la ville de Saint-Louis, d'une famille du haut de la middle class. Oui, dentiste. Hein. Papa dentiste, ouais, ce qui pour un noir américain des années 40 était très rare, très rare, vraiment très rare. Lui, très jeune déjà, à 14-15 ans, après un an ou deux de trompette, il allait faire la jam, il allait dans les clubs, écouter les musiciens. Et c'est là qu'il a vu pour la première fois Dizzy et Charlie Parker. Et ensuite, il a fait le vœu d'aller à la Juilliard School à New York. Qu'il n'a pas aimé. Non, alors qui est une école de musique classique, ouais. Mais il voulait surtout être là-bas pour aller dans la 52e rue, 42e, aller voir les trucs. Et en fait, en réalité, il cherchait Charlie Parker. D'accord. Miles, il voulait jouer avec Charlie Parker. Et jusqu'au jour où Charlie l'a croisé dans un parc, il a dit « Mais il paraît que tu me cherches, écoute, je joue là et là, viens voir. » Et le jour où Gillespie a quitté le groupe, c'est pas la légende qui dit ça, mais le jour où Gillespie a quitté le groupe, c'était dans un club, pendant ou après un gig, et il y a le manager qui dit à Parker, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, il faut trouver un trompettiste. Et je trouve que Miles était là, et Parker a dit, regarde là, il y en a un. Ouais. Je crois que c'était le Minton, hein, où il a beaucoup joué. Le Minton Playhouse, New York, où il a fait ses gammes. Justement, il disait qu'il apprenait en une nuit ce qu'il n'apprenait pas en un an à la Juilliard School. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le terrain.
Et donc Miles lui-même disait effectivement, comme tu l'as si justement dit, qu'il avait essayé de repiquer tout ce qu'il pouvait repiquer de Dizzy Gillespie, mais qu'il n'arrivait pas à tout faire. Il n'avait pas les mêmes moyens techniques, quoi. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait d'être fils de dentiste et de la haute bourgeoisie black de Saint-Louis. C'est qu'il y a eu une interview en fin de vie où il est interviewé par une journaliste. On mettra le lien de cette interview où elle lui explique ô combien elle est touchée par son interprétation du blues et que oui, en tant que noir, on comprend que la misère, et qui lui répond clairement que c'est pas pour ça qu'il sait jouer le blues, en expliquant si tous les blacks américains avaient vécu comme moi, je viens pas des États du Sud, j'en ai chié de rien, donc je raconte pas une misère ni sociale ni personnelle quand je joue le blues. Voilà, je suis pas la bonne personne en tant que musicien black pour vous parler du blues. C'était assez affolant, quoi. L'honnêteté de le dire. Voilà, tout à fait. Et en tant qu'amateur de blues averti, tu seras d'accord avec moi pour dire que Miles, il a mis du blues dans sa musique du début à la fin. C'est peut-être même un fil conducteur de son parcours, s'il devait n'y en rester qu'un, de ses années avec Parker à tout ce qu'il a fait après jusqu'à la fin de sa carrière. Il y avait toujours du blues dans son... Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Dans son discours. Mais oui, et je pense qu'en plus, cette gamme blues, on sait que c'est peu de notes. Pour les non-musiciens, c'est 5-6 notes, il y a une blue note. Et finalement, il y a une économie de moyens dans le matériau musical. Et j'ai l'impression que ça lui a servi aussi dans cette recherche de la note juste ou dans le fait de ne pas jouer cette translation, cet héritage du blues, et j'ai l'impression que là, on sera tous les trois d'accord. Quelle est l'empreinte de Miles, quelles que soient les époques? C'est cette gestion de l'espace sonore, de l'art de jouer la note ou de ne pas la jouer. Ça, on est tous. Pour moi, c'est un mantra. Et le placement rythmique qui est phénoménal. Je pense que c'est un des rares qui puisse ne mettre qu'une note. Déjà, c'est la bonne. Dans l'espace sonore, il y aurait plusieurs possibilités, mais celle qu'il a choisie est la bonne. Et c'est surtout rythmiquement la manière dont, pas l'endroit, même la manière dont elle est posée, dans son intensité, qui fait qu'en une note, ben voilà, tout est à peu près dit. Il y a un solo qui est vraiment représentatif de tout ce que vous venez de dire, et que moi je fais travailler à... Alors, je donne quelques cours d'improvisation, souvent des musiciens amateurs qui ont une bonne formation musicale. Est-ce que c'est sur Autumn Leaves ? Mais qui n'ont jamais improvisé. Et généralement, je choisis le solo de Miles sur Freddy de Freeloader, qui est sur Kind of Blue, parce que, c'est un blues en 12 mesures, en si bémol, et parce que, en fait, il y a tout. Dans ce solo, il y a le fait de faire des questions-réponses, de faire des phrases courtes avec 2 ou 3 notes. D'ailleurs, aussi dans une interview des années 80, il dit en permanence, j'entends des short phrases, j'ai des phrases courtes en permanence dans ma tête. Ce jeu de questions-réponses, le fait de laisser de l'espace, il a un discours clair, rythmiquement c'est hyper riche parce qu'il démarre très rarement une phrase au même endroit et il ne l'arrête pas non plus au même endroit. C'est un cas d'école et en utilisant un matériel mélodique relativement simple, mais avec les bonnes notes au bon endroit, etc. C'est un solo pour celles et ceux qui auraient envie de commencer à repiquer des solos. Je vous recommande vraiment chaudement de commencer par ça, parce que c'est relativement facile à apprendre ou à écrire et à rejouer. Je me permets de rebondir. C'est vrai qu'on t'invite pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais est-ce qu'il y a une plus-value à être inspiré par Miles quand on est souffleur, quand on est saxophoniste ? Bonne question. Ou alors, est-ce que c'est vraiment une plus-value générale ? On peut être inspiré de la même manière par Miles quand on est guitariste ou pianiste quel est l'héritage ? De façon générale, je crois que quand on s'intéresse à cette musique, on s'intéresse à tous les solistes, quel que soit leur instrument, qu'ils soient guitaristes, qu'ils soient pianistes, que ce soit des soufflants, etc. Miles, je l'ai découvert quand j'avais, 18 ans, 19 ans, relativement tard, finalement. Et il m'a beaucoup influencé, par exemple, je reviens toujours à cet album qui est le plus vendu de l'histoire du jazz, qui est Kind of Blue, mais qui est un album que j'ai énormément écouté, que je réécoute
je l'ai pas écouté pendant 15 ans, je le remets, je rechante tous les solos parce que je l'ai écouté 1000 fois et surtout j'aime le réécouter parce que le son est bon, parce que ce groupe est incroyable, parce que ces solistes, ces versions de 9 minutes où tu t'ennuies pas une seconde parce que chaque soliste a un discours différent, une personnalité différente, c'est magnifique. Par exemple, quand je joue All Blues, ce qui m'arrive pas souvent, mais ce qui m'arrive de temps en temps, et ça depuis que j'ai 20 ans, quand je joue All Blues, je le joue au saxophone soprano et je pense toujours à la façon dont Miles jouait cette mélodie. Et donc c'est une inspiration permanente, quoi. Et souvent, quand je veux jouer, et je peux même me mettre dans une position un peu Miles Davisienne. alors de la fin, parce qu'il y a aussi beaucoup de photos où il est plus jeune, où il est convexe, et d'autres où il est vrai. concave. Je ne sais plus lequel est On a compris. lequel va dans quel sens. Il est comme ça. Mais de me mettre aussi dans cette position-là pour avoir... parce que ça crée comme une bulle autour de moi et ça me permet de me mettre dans un état d'esprit où je vais jouer la mélodie d'une certaine façon. Ouais. Ce qui, et donc, je pense très souvent à lui. Je rebondis sur ce qu'on se Rebondissons. disait. On parlait de phrasé, de thème. Moi, le thème, on avait évoqué la version d'Autumn Leaves. C'est la manière dont Miles phrase Autumn Leaves sur l'album Sunfinels Ouais, de Cannonball, c'est ça. où le placement, les notes, il réinvente le thème qu'on a toujours. On le reconnaît, il est complètement là, mais c'est à la moulinette Miles Davis, Ouais. et c'est juste magnifique, quoi. Il fait tout le boulot, fantastique. En fait, c'est comme dans tous ces projets, tu peux aller à Tutu, c'est pareil, t'enlèves Miles, c'est plus le même. On est d'accord. C'est the cherry on the cake, c'est d'un coup, la musique prend une autre dimension lorsqu'il arrive, et pour ça, il n'a pas besoin d'être démonstratif, il suffit qu'il joue une ou deux notes, et Ouais. c'est complètement ça. Ouais, et puis ce qui est fascinant, après, on le sait tous, mais c'est la temporalité de Miles aussi dans les époques. Et il a toujours été là au moment où il fallait être et ramener quelque chose et être inventif et passer du bebop, du cool, du hard bop et arriver vers l'électrification. Il a chopé tous les virages et c'est quand même... Moi, je ne sais pas si, à un moment donné, on peut rester, on dit non, je défends une espèce d'intégrité. Bah, lui, il a chopé toutes les époques jusqu'à cet album posthume, Doobop, où il côtoie des rappeurs. Ça, c'est quand même incroyable. Voilà, et d'aucuns diraient que c'est même lui qui est à l'origine de ces mouvements musicaux. Oui, un peu créateur. Créateur de ces mouvements et de la plupart de ceux que tu viens de citer. Alors Birth of the Cool, évidemment, qui donc le travail avec Gil Evans, fantastique. Alors, il y a... je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais quelqu'un qui disait... je crois même que c'est Gil Evans lui-même qui disait « Ouais, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est l'écriture de Duke Ellington avec d'autres instruments. » Ah oui, d'accord. Le nonette qu'il avait avec Birth of the Cool. Je trouvais ça assez... Alors, ça mériterait qu'on s'y plonge un petit peu. J'ai entendu ça hier, mais j'aimerais bien regarder les scores pour analyser ça un peu... d'un peu plus près, mais ça a créé un nouveau son. Et puis le jazz modal avec Kind of Blue, bien sûr, qui a été aussi, il faut le savoir, les fondamentaux pour le free jazz après. Le free jazz que Miles n'aimait pas, donc il n'est évidemment pas le père fondateur, on va dire, hein, mais si tu écoutes Flamenco Sketches, par exemple, qui est sur Kind of Blue, qui a une forme qui est libre, comme dans le flamenco. C'est-à-dire chaque soliste, il y a 5 modes, et chaque soliste décide de combien de temps il reste sur le mode. Donc si tu analyses le morceau, il n'a pas une forme, fixe. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mélodie. Tu le trouves dans aucun fake book ou real book ou autre ce titre-là, parce que très mélodique qui se promène. Parce qu'au début, Miles en fait, il fait une impro, il fait le tour des 5 modes. Ce qui va être ensuite considéré comme la mélodie, parce que c'est le premier soliste à prendre, mais en vrai, c'est une improvisation. Et si on réécoute le dernier tour que prend Miles aussi, puisqu'il est considéré comme le thème de fin, c'est pas la même chose, puisque c'est une improvisation aussi. Et donc, en fait, c'est la première fois qu'on a une forme à géométrie variable comme ça dans cette musique, ce qui va énormément inspirer justement les gens du free jazz pour ensuite s'affranchir de la forme. Mais c'est archi révolutionnaire. Et c'est révolutionnaire dans le jazz, mais c'était une écriture, une manière de penser qui existait dans la musique plutôt classique. L'approche
que lui a réussi il a réussi à mettre du blues là-dedans. Ouais, mais Et- il avait cette double Voilà, culture. Hein, tout déjà. à fait. Ouais. Partout. En Oui. fait, c'est le dénominateur commun. Oui, C'est dans, génial. dans le Ouais. concerto des Aaron West, il y Ouais, a du ouais, blues, ouais, oui, alors oui, qu'on est ouais. sur des modes qui prêteraient à oui. entendre. C'est le mix qui est Ouais. super, quoi. Ouais, ouais. Et je rebondis aussi sur le fait du rapport à la musique. Là, c'est en tant que batteur, en fait, Miles n'a joué qu'avec de fabuleux batteurs. Mais il a joué qu'avec des fabuleux musiciens. Voilà, mais ce qui est rigolo, c'est pareil, il y a une autre interview où on lui demandait quelle était une des particularités de sa manière de monter un groupe, et il expliquait qu'à chaque fois, il avait flashé sur un batteur, et c'est en partant du flashage sur un batteur que lui sont venus l'équipe. Et en fait, c'est vrai que quand on y pense et qu'on commence le bebop et qu'on a Kenny Clarke derrière, c'est plutôt quand même pas mal pour commencer. Mmh. On monte un premier quintet, c'est Philly Joe Jones. Ouais. On monte un deuxième quintet, c'est Tony Williams. Bon, Alors, voilà, c'est quand Anthony même pas trop Williams- mal. Hein. Anthony Williams, paraît-il, Miles s'est laissé dire par Anthony Williams qu'il devait travailler sa trompette. Anthony Williams, on a dit. Comme est le Jeune 17 ans, pertinent. ouais. Voilà, jeune Parce qu'il pertinent. avait 17 ans, Tony Williams. quand il jouait. J'ai lu cette anecdote quelque Ah part, ouais. oui, il lui dit tu devrais. Et ça a questionné Miles, voilà, il a toujours, comme on dit, drafté des jeunes musiciens, et quelque part, on essaie modestement, nous, de perpétuer cet héritage en amenant toujours du sang neuf et des plus jeunes musiciens que nous, parce que c'est ce qui fait avancer le schmilblick. Évidemment pas au même niveau que Miles, parce que Bien si, sûr, si on commence, modestement. si on commence à citer, Humblement. si on commence à citer les musiciens qui sont passés chez Miles, d'ailleurs, C'est affolant, oui. c'est pareil. J'ai vu une interview d'un type qui dit en fait ils avaient même pas, c'est Francis Marmande, je crois, qui dit ça, journaliste du Monde, qui dit ils avaient même pas besoin d'écrire derrière qu'ils avaient joué avec Miles Davis sur leur série. D'accord. Tout le monde le savait. Tu vois. Et donc, alors on a fait le tour des pianistes, enfin pas exhaustif, hein, mais Herbie Hancock, Chick Corea, Joseph Inoul, Keith Jarrett. Ouais. Voilà. Donc les carrières de ces pianistes-là, les batteurs, Oui, on en a cité quelques-uns. Jimmy On peut- Cobb sur. On peut rajouter Jimmy Cobb, Billy Higgins à un certain moment, Jack DeJohnette. Oui. Ouais, c'est pas Et pour mal. notre ami Noé qui nous filme, qui est guitariste, il y a Scofield, il y a Mike Stern, il y a Robin Ford, Oui, dont je suis très fan. Blue Line. Pardon And the Blue Blue Line. Line, ouais. Oui, Ouais. oui. Ouais, c'est des bassistes, Darryl Jones, sur Voilà. la dernière période. Bon, les saxophonistes, on n'en parle pas. Oui, Kenny Garrett. John Coltrane, pour commencer, quand même. Oui, de Kenny Garrett, mais avant ça, évidemment. oui Voilà. Wayne Shorter. Donc, voilà, John Coltrane, Wayne Shorter, Cannonball, Kenny Garrett. Il y a eu David Sanborn aussi. Avec Ah Miles. oui, Ah, oui, j'ai vu une ouais, émission de c'est vrai, télé ça. avec David Sanborn et Marcus Miller George Coleman, les années qui était un- George Coleman. Enfin, Margitza, enfin, tout voilà. ça. Mais il y avait une boutade à New York qui circulait dans le milieu de la Juilliard et tout ça, qui disait qu'il y avait en fait 4 universités. Juilliard vendait, vous venez à la Juilliard, vous apprendrez à jouer de votre instrument, l'usine à faire des super instrumentistes. Puis après, il y avait 3 universités, Betty Carter, les Jazz Messengers et Miles Davis. Autrement dit, quand un jeune avait décroché une place dans les 3 Le autres 26 universités, orchestres, là, voilà, bon, bah, c'était bon. c'était bon. Et effectivement, Ouais. tous ceux qui sont passés par là, quel que soit l'instrument, sont les actuels leaders, pourvoyeurs et mentors du jazz qu'on fait maintenant. On n'a pas parlé des bassistes parce qu'on les a quasiment tous faits, mais on n'a pas parlé des bassistes. Il y a bien sûr Paul Chambers à Marcus Miller. J'ai envie de dire, avec tout ce qu'il y a pu y avoir entre les deux. Entre Ouais. les deux. Ouais, ouais. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on évoque, parce que on est aussi dans un certain angélisme, mais bon, il y a quand même un aspect plus sombre de Miles qui est... après, c'était pas le seul. Hein, c'était une époque où la drogue, elle était extrêmement prégnante, elle était là partout. Mais c'est ce qui a fait aussi qu'en donné, Miles perd un peu pied aussi au niveau de pas mal d'emmerdes avec les flics, avec des histoires de proxénétisme, des relations, on va dire, pour le moins compliquées, voire violentes avec la gente féminine. Bon, voilà, ça fait... Ça pourrait être l'objet d'un autre débat, mais bon, on va pas forcément... Mais ça fait partie aussi de l'histoire. Si on parle du centenaire de la naissance, Miles a été quand même
controversé de ce point de vue-là aussi. Dans son apparition volontaire dans une série ultra connue, mondialement ultra connue, Miami Vice, de son nom américain, et je crois que c'était Deux flics à Miami C'est ça. que nous regardions Don Johnson, voilà, quand on avait 14-15 ans, avec Don Johnson et et je ne me souviens plus. Croquette quelque chose. Pas Sonny, Davy non Croquette, hein. Sonny Crockett. C'est pas celui. Voilà, Sonny C'est ça. Croquette. Eh oui. Voilà, où Miles vient jouer un proxénète dont le nom, parce que j'ai quand même C'est de la révisé. dérision, ça. Voilà, Ivory Jones, c'était son nom de voilà de Du comment je personnage, dis, le nom de son le, personnage. le nom de son personnage. Ça Voilà, m'apprend. tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette série, il y a beaucoup plus de musiciens de jazz qui sont apparus, hein. Là, je les ai pas tous vus les épisodes, mais c'était un casting où il y a eu pas mal de jazzman connus de l'époque qui venaient faire les guests. D'ailleurs, comme dans les Muppet Show. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, tout simplement. Alors, Miles a aussi une période dite heureuse quand même, c'est quand il arrive à Saint-Germain, qu'il enregistre Ascenseur pour l'échafaud, sous la direction le film de Louis Malle. Il y a Gréco, il y a cette idylle. Et puis, il dit, voilà, je me suis jamais aussi senti bien qu'en France, parce qu'il n'y a pas ce regard racial. Ouais, le choc a été, et la rencontre avec Julien, d'ailleurs, c'est fait la toute première fois qu'il est venu à Paris, hein, qu'il a quitté le territoire des États-Unis à la fin des années 40. Je crois que c'est 49, et il jouait dans l'orchestre de Tad Damron. Ouais, il était tout jeune. Salle Playel, où il y avait un festival. Ouais. Et c'est là qu'il rencontre Juliette, c'est là qu'il se rend compte que les musiciens de jazz noirs américains, ils n'ont pas du tout la même... Enfin, il n'y a pas du tout la ségrégation comme il y a aux États-Unis, qui sont admis comme des artistes. C'est là qu'il fréquente Sartre. Picasso, Boris Vian, Boris Vian, le cercle de les Azous, tout ouais. Là, l'histoire dit aussi que justement, lorsqu'il est rentré oui. aux États-Unis, il a tellement déprimé de retrouver la ségrégation, d'être loin de Juliette Gréco et de retrouver sa vie de famille, parce que il a été papa très jeune. Oui, je crois qu'il avait quelqu'un. Il avait une famille. Il avait une famille. Il était sous sa responsabilité aux États-Unis et là, il a vraiment sombré dans l'héroïne, quoi. Ouais. Et puis le fait aussi que de se faire appeler monsieur quand il y avait une commande au restaurant, quand ils étaient à Paris à cette époque-là, où voilà, c'était. Je comprends que pour un noir américain, qu'on lui demande que désirez-vous manger, se faire vous voyez, et monsieur, voilà, et devait être quelque chose. Ça devait être. David Vincent les a vus, hein, c'est la quatrième dimension. Ça restera la ségrégation, ça restera un poids sur la vie de cet homme et de beaucoup d'autres, hein, bien sûr, mais jusqu'au bout, il y a ces anecdotes où il s'est fait tabasser par un flic qui lui demandait de circuler devant un club devant lequel il était censé jouer, et c'était déjà une très grande star. Il y a cette autre anecdote où il est au volant d'une Ferrari, où il se fait arrêter, une Ferrari jaune, et il dit au flic, mais j'ai la même en blanc à la maison, et puis donc menottes, machin et tout, provocation, etc. Alors qu'en Europe, c'était évidemment pas du tout le cas. Il aimait le luxe, hein, parce que, pardon Manu, je crois qu'à un moment donné, je ne sais plus quel grand magazine américain l'avait qualifié numéro 1 de l'homme le plus élégamment habillé. Il tenait à cette espèce de... To be hip, les Américains. Et alors, il y a Royens aussi, qui était dans le même délire de bagnole, clinquant et tout ça. Complètement. Et alors, cette histoire de mode vestimentaire, c'est-à-dire que Miles, il ne faisait pas que la mode au niveau de la musique. Il la faisait aussi comme ça. C'est-à-dire justement que quand lui, il se pointait habillé, couturier, machin et tout, tout le monde voulait lui ressembler. Tout le monde voulait... iconique, c'est ce que je disais avant, ce côté super. Exactement. Il parlait à tout le monde. Franck, est-ce que tu as une anecdote? Enfin, on en a parlé, beaucoup, on en a évoqué plein, mais il y a quelque chose qui, toi, t'appartient un peu plus, ou je sais pas, un leg, le leg général, ou quelque chose de plus confidentiel, je sais pas. Maintenant, je sais pas, j'ai déjà beaucoup parlé. En fait, j'ai beaucoup parlé de Kind of Blue, quelquefois. J'ai évoqué cet album, qui est le disque le plus vendu de l'histoire du jazz. Et qui, je pense, c'est Herbie Hancock qui disait, si je dois faire découvrir le jazz à quelqu'un, quel que soit le pays d'où il vient, quel que soit l'âge qu'a cette personne, c'est le disque que je lui mettrai. Voilà. Parce que pour découvrir cette musique, c'est ce qu'il y a mieux. Miles détestait ça. C'est-à-dire que Miles, il voulait
Oui, il voulait qu'on l'aime et qu'on l'accepte et, pour ce qu'il était en train de faire aujourd'hui. Il en Pas, pouvait plus, pas, le pas gars. pour ce qu'il a fait hier. Ce qui l'empêchait pas de regarder en arrière, mais il allait toujours de l'avant. Et donc, ça l'intéressait pas de rejouer, même ce qui a précédé, de rejouer My Funny Valentine ou de rejouer Round Midnight quand il était dans les clubs et tout. Il disait non, mais sinon, moi je joue ce que moi j'ai envie de jouer. Sinon, il n'aurait pas fait Tutu, il n'aurait pas fait Amanda. Voilà. Il aurait Donc pas c'est fait, quelque part aussi ce caractère un peu. il n'était pas simple. Non, a priori, non. Et soi-disant qu'il y aurait des bandes existantes, Avec d'une Prince. part avec Prince, d'autre part avec Hendrix, Oui. où Est-ce c'était... que c'est un fantasme en réalité? Mais Prince, paraît-il que oui, ouais. Ouais. Mais Alors, ça, Hendrix, on en moi serait- j'ai entendu dire on qu'ils se serait pas rencontraient en étonné. studio mais que ça n'avait pas été enregistré. Ouais. Mais maintenant, je sais pas. Ce qui se dit en tout cas, c'est que Miles a été influencé par Hendrix. Par sa façon de jouer. Ah oui, de la- oui, oui, de la- oui. de la- Bah, de il la avait des guitare. antennes, Miles, Par, hein. absolument. Et puis il ne faut pas oublier que dans les années 70, il a joué à l'île de White, Oui. qui était Oui, où tout tous à ces fait. gars-là passaient C'était là. et devant Ouais. 500 000 personnes. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez, 500 000 personnes à l'île de White. Miles Davis, c'était, comme tu as dit au début, c'était une rockstar, quoi. C'était une méga star mondiale, quoi. C'est le seul jazzman d'ailleurs qui est foulé de telles scènes. J'entends où jouer dans des stades est rempli. Après, c'était un type qui avait magnétique. une aura, un champ magnétique incroyable, au point où il raconte cette anecdote où ils sont, je ne sais plus dans quel festival, où les loges sont dans une espèce de, où sont en plein air, dans les années 80, et où il y a Miles qui est assis genre au milieu de la cour sur une chaise, et il y a comme un cercle avec une distance de sécurité autour, et là tu as tout le monde qui vient le saluer, dont Madonna qui vient, qui se met à sa hauteur, bonjour Miles, machin et tout, et puis lui il pique pas un mot, quoi, mais et il y a cette espèce de truc qui se faisait naturellement de par son aura, de par sa timidité, du par sa voix aussi complètement pétée. Alors ça aussi c'est une anecdote Oui, qu'on parce aurait qu'il pu, il a gueulé après un musicien, je crois. Ce sont des Raconter, nodules, hein, quoi. je crois. Sur Mais Non, mais à mon avis, il pique une colère. Ouais. Et paraît-il que ça a flingué sa voix après cette colère à jamais. Bah, alors, en fait, ça a flingué sa voix à jamais parce qu'il s'était fait opérer des cordes vocales Ouais, quelques oui, mois il avant. avait des nodules, ouais. c'est Et vrai. le Toubib lui avait dit de pas gueuler pendant 10 jours. Et je sais plus si c'est avec un de ses musiciens ou avec un de ses agents. Je crois que c'est. Alors il y en a un autre qui dit que c'est avec son agent de l'époque, parce qu'il devait jouer dans un club qui faisait 3-7 et Miles lui a dit moi je joue 2-7. Exact. D'ailleurs, il a imposé ça. Moi je joue Il que dit 2-7, maintenant- je joue pas 3-7, je joue que 2-7. Ouais. Machin, et près de Madison Square Garden, il lui aurait couru après en lui criant Oui, dessus, oui. va te faire foutre, moi je joue 2-7. Et en fait, il crée un précédent, parce qu'à partir de là, tout le monde dans le milieu du jazz, notamment plutôt noir, ils disent non, mais on va faire comme Miles, nous, vous n'allez pas nous faire jouer jusqu'à 6h du mat. Ouais, ouais. D'ailleurs, C'est chose fou, hein. aussi qui est rigolote, c'est qu'il est décédé en 91, 11, ouais, je septembre. crois, et en juillet 91, ça a été le dernier grand concert qu'il ait accepté. C'était à, je crois, Montreux, sous la direction de Quincy Jones, où ils avaient réuni Ah oui. tous les musiciens vivants qui avaient joué avec lui. Ça avait déjà été proposé les années d'avant et il refusait en masse ce côté-là. Et là, chose bizarre, il accepte. Et ça existe sur YouTube, je Oui, crois, oui. ce concert, hein. Le concert complet a été Ouais. filmé. Il me semble que ça a vérifié, mais je crois qu'il y avait Birelli qui était Ah ouais là-bas aussi. Ouais. Ah, là, même moment. Ouais. Ouais. Et il y a eu une autre anecdote, c'est que dans le staff était prévu Wallace Rooney. Au cas, parce que sa trompette était comme sa voix. Et Wallace Rooney, voilà, Il jouait pas mal des trucs qui pour jouait dans le supplément. quintet de Tony Williams. Ouais. D'ailleurs, dans cet esprit musical du deuxième quintet. Hein, Mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Miles, il a arrêté de jouer pendant 5 ans. c'est vrai. Il a arrêté de 75 à 80, 81. Pendant 5 ans, il était en dépression, il a complètement, il a arrêté la trompette et puis. Et il s'est alors, mis au dessin, à la peinture il peignait, ouais. et tout. Alors, t'arrêtes de jouer d'un instrument de musique pendant 5 ans, forcément, c'est difficile. Un instrument, Et surtout un instrument souffleur, avant, ouais. et qui plus est la trompette, c'est encore plus difficile parce que tous les muscles du visage se relâchent et tu contrôles plus rien. Tu contrôles plus le son, tu contrôles plus les notes. C'est très très difficile, quoi. Donc faut pas oublier ça. Alors il dit il prétend qu'il a travaillé sa trompette tous les jours avant de revenir dans les années 80. Ah, mais
Il y a une autre anecdote. Oui, tellement- Sur Freddy Freeloader, t'en parlais. Ouais. Mais vous savez qui était ce Freddy C'était Freeloader? pas un DJ. Non, c'est un dealer. pique-assiette. D'accord. En fait, dans l'argot américain, freeloader, celui Ouais, qui le charge. c'est un le mec mec qui charge gratuitement. C'est un mec qui s'infiltrait qui D'accord. suivait Miles. Et en fait, finalement, le gars était devenu presque Un pote. un pote. Ouais. Et donc, il rentrait gratos, il bouffait gratos. Et finalement, Miles, quand il enregistre Kind of Blue, c'est un hommage. Le mec, non D'accord. seulement il a gratté des places toute sa vie, Ouais. et il a son nom. Il a Le une fameux couronne, Freddy, oui, c'est lui, oui. quoi, ouais. Alors, le temps passe, hein. Franck, merci déjà. Et tes albums, alors, on a compris que Kind of Blue était un monument pour toi. Je crois Ouais. qu'il l'est pour nous trois. Mais est-ce qu'il y a un autre album que tu aimerais partager, que tu Ou partager deux, hein. Ou deux, Bah, oui, voilà, oui. il y en a beaucoup hein, Ouais. qui sont des virages en quelque sorte. Tout à l'heure, j'ai parlé de Birth of the Cool, où finalement, parce que la curiosité de Miles fait aussi que très vite il s'est intéressé au mouvement West Coast, ce qu'on appelait le West Coast, parce que Birth of the Cool c'était ça, hein, c'était un orchestre de blanc, hein, avec Jerry Mulligan, avec Lee Konitz, donc dirigé par Gil Evans, etc., etc. Et donc ça c'est déjà dès la fin des années 40. Et ce qu'il a fait par après dans la musique orchestrale aussi, Sketches of Spain par exemple, qui est un disque fantastique. Plus tard, le deuxième quintet, on en a très peu parlé. De ce deuxième quintet, d'ailleurs, on disait que Miles, il savait regarder en arrière, mais il allait toujours de l'avant. Il était toujours, dès qu'il faisait un choix, il était critiqué en fait, et il n'en a jamais eu rien à faire. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important à dire. C'est-à-dire que cet homme, il a changé de style musical tous les 5 ans. Aujourd'hui, on le reconnaît comme étant un des avant-gardistes et un des pères fondateurs de nombreux mouvements et courants dans le jazz. Mais ce dilemme a toujours existé. Quand Miles a fait son deuxième quintet avec les légendes que sont Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams, qui a révolutionné cet instrument, quoi, et Ron Carter, qui est le bassiste qui a le plus enregistré dans l'histoire de cette musique. Et qui continue d'ailleurs à Et qui 80, continue, qui est- Je ne sais quoi, Voilà, hein. voilà. Et quand il a sorti ce deuxième quintet, c'était un ovni. Les gens, ils n'ont pas compris. Son public n'avait qu'une envie, c'était qu'il refasse ce qu'il faisait avec son premier quintet, alors que lui, c'est pas qu'il s'en foutait, mais il voyait toujours de l'avant. Et il faisait fi des critiques. Il disait, moi, j'ai envie de faire la musique avec les gens avec qui j'ai envie de le faire, quand j'ai envie de le faire. Et dans le style qui me plaît. À l'instar de Django Reinhardt d'ailleurs. Quand Django Reinhardt il allait faire du bebop dans les caves de Saint-Germain à la fin des années 40, tu avais les gars du Hot Club de France qui disaient mais non, c'est ça, le bebop c'est pas de la musique, Tu n'as pas le droit. il y a que le swing. Et c'est perpétuellement ça, c'est un sujet aussi qui est intéressant autour de sa carrière, parce que toujours d'actualité avec les festivals de jazz qui programment Sylvie Vartan, avec... Sheila. ah non, c'est Sheila, pardon. Autant pour moi, Sylvie, si tu nous C'est écoutes, une autre. mes plus plates excuses. Donc, si je résume, c'est un modèle pour nous artistique, évidemment, mais aussi dans ses positionnements et cette Complètement. idée d'être intègre et d'envoyer chier son monde et de continuer à tracer son sillon. Et ça, c'est un modèle pour nous, quoi. Oui, mais c'est un exemple. ça allait au point où, dans les années 80, il tournait le dos au public et, Ah puis oui, oui, bien et que sûr, ça faisait ouais. les gros titres dans les journaux. Ce qui, finalement, est-ce que c'était pas une forme de communication On ne saura jamais. Il était provocateur, provocatrice bien sûr. ou pas? Manu, toi, tes albums références Alors, je vais en à prendre partager. de deux périodes différentes. La première période, c'est le premier album de Miles Davis que j'ai écouté, c'est We Want Miles. Ok, ouais, Yes. donc c'est période charnière. Hein. Voilà, Ouais, tout ouais. à fait. Moi, je suis venu au jazz que je fais maintenant à rebours. J'ai connu Wayne Shorter par Weather Report, Miles Davis par We Want On n'a Miles. pas parlé de Wayne. Hein. Voilà, et j'en suis arrivé maintenant à ce que peut-être que l'album de Miles qui me fait toujours autant vibrer, je parle pas de Kind of Blue, bien entendu, ça serait Working with Miles Davis Quintet, ce fabuleux premier quintet Avec Coltrane, avec Coltrane, Philly Joe Jones, Red Garland. voilà, tout à fait, super pianiste, et Paul Chambers. Et c'est un album, comme Franck disait pour Kind of Blue, il y en a 2 ou 3 comme ça, où je crois que j'ai dû les écouter 10 milliards de fois.
que je les ai écoutés à 20 ans, que je les réécoute maintenant. Je les connais par cœur, mais c'est comme les gamins qui adorent les histoires, les petits. Ah oui, on oui. peut leur raconter Ouais. la même 30 Et on y fois. trouve autre chose. Et ils sont tout contents, ils sont surpris de savoir ce qui va venir, qu'ils connaissent parfaitement. Ben, c'est pareil, ces albums-là, je pense que Belle image. voilà, c'est, je sais pas ce qui touche, mais en tout cas, universellement, il nous fout toujours les poils, quoi. Voilà. Alors moi, bon, Kind of Blue forcément, et d'ailleurs on dit que si on devait emmener un album sur une île déserte, tout style confondu, je crois qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on emmène Kind of Blue. Bien sûr. Moi j'ai une petite Madeleine de Proust parce que j'ai un rapport aussi très intime au cinéma, et moi je parlerai bien très rapidement d'Ascenseur pour l'échafaud, ce film de Louis Malle et cette séance improbable qui a été faite en one take, hein. Je veux dire, le film, il passe, il joue devant, ils improvisent, c'est des blues, on est sur Avec des choses- musiciens français. Exactement, de donc surcroît. il y a René Hirtreger, il y a Pierre Michelot, il y a Kenny Clark qui à ce moment-là vivait à Paris. Lui, il a fait cette transition transatlantique, il s'installe à Paris. Et c'est... Voilà, je trouve qu'on est dans la quintessence du blues, dans le minimalisme et le son. Le film est très beau aussi, le film marche tellement avec la musique et la musique marche tellement avec le film que c'est une espèce de polar totalement improbable. En fait, c'est un truc qui n'aurait pas dû se faire. Moi qui m'étais intéressé au film, Louis Malle, en fait, il avait convoqué un compositeur qui, pour je ne sais plus quelle raison, n'était plus disponible, ça s'est pas fait, et il profite, il apprend que le père Miles, il est dans les clubs de Saint-Germain, et Saint-Germain, il lui dit tu voudrais y venir le voir en concert, il dit est-ce que tu peux venir demain on va refaire la musique du film. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, petite... ça, c'est ma petite fierté personnelle. C'est une photo où j'ai eu l'occasion de voir Miles Davis en concert à Strasbourg en 87. J'étais au premier rang avec mon frangin et j'ai le Minolta de mon papa et j'ai très peur de le prendre en photo, mais je le fais. Et puis il me dit rien. Et souvent on reprochait ce que tu disais, ou à Miles de jouer devant les fesses Dos au public. Et en fait, non, ce jour-là, il avait joué, je me souviens, je crois qu'il avait fait un concert de 2h50 à Strasbourg. C'était extrêmement généreux. C'était une grosse claque avec Kenny Garrett qui faisait des solos, il soulevait toute la salle. Et voilà, et puis dernière chose, petite affection aussi particulière pour Miles, c'est qu'il était boxeur, il aimait la boxe et dans mon plus jeune âge, Franck le sait. On a même boxé ensemble. Une fois, ouais. Mais moi, j'étais pas boxeur. Et voilà. Donc alors, mot de la fin. Pardon. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est- Je crois que Noé qui va monter cette vidéo, je crois qu'il va pas la monter du tout parce que tout est bon. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de sur choses ce à thème. dire. Voilà, en Ouais. fait, on évoque On pourrait faire une série. l'essentiel. Mais je voulais dire aussi pour ceux qui, toutefois, ne connaîtraient pas mon frangin Frank Wolf, je tiens à dire aussi que c'est un musicien qui laisse aussi une empreinte musicale énorme, notamment en tant que sideman de Biréli Lagrène depuis combien d'années Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Ouais. 2004. Ouais. Mais on peut parler de plein d'autres choses aussi, parce que Franck, et j'ai la chance de collaborer ponctuellement sur certains de ses projets, mais Franck, il monte énormément de choses, il a énormément d'albums, et voilà. Et tout ça, c'est très important dans notre amitié aussi, de savoir qu'on se retrouve sur scène et pas sur scène, puisqu'on a fréquenté un lycée à Strasbourg que je ne nommerai pas, si ça c'est le lycée Fustel de Coulanges. On était plutôt à l'extérieur du bahut qu'à l'intérieur. Mais t'es plus souvent au café qu'en cours. Voilà. quoi. Ouais. Mais on écoutait beaucoup de blues, on écoutait des tas de trucs. Ou dans la salle de musique. Dans la salle de musique. Parce quand qu'on même. jouait Voilà. beaucoup. Donc c'est Frank Wolf. Manu, on le remercie. Je te laisse Oui. vraiment, toi, clôturer Le ce mot de la moment. fin. Avec Franck, on se connaît beaucoup moins. Mais moi, j'ai une admiration, non seulement pour le musicien, ça je crois, mais pour l'intégrité et la gentillesse de la personne. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Eh ben, merci à vous pour l'invitation, les copains. Et longue vie à Draganote. Voilà, c'est pas le meilleur mot de la fin. Alors là, en suspens. Là, c'était placé les bacs. C'est génial.